Dans cette partie de formation, nous allons aborder la question du travail à plusieurs en micro-entreprise. On est dans l'hypothèse dans laquelle une personne qui est en micro-entreprise souhaite travailler avec une autre personne sur un même projet. Quel est le principe? Quels sont les principes? Une entreprise individuelle, c'est une entreprise dans laquelle on travaille seul, et une micro-entreprise est par excellence une entreprise individuelle. Sachez qu'il est possible de travailler avec plusieurs micro-entrepreneurs, tout d'abord en faisant chacun sa facture. C'est-à-dire que pour un même projet, chaque micro-entrepreneur va facturer au client sa partie du travail. C'est relativement contraignant et un peu complexe pour le client, mais c'est tout à fait possible et souvent souhaitable lorsque ce sont des travaux ponctuels et que le client accepte la situation. Par exemple, le client qui fait intervenir dans sa maison quelqu'un pour refaire sa salle de bain et qui a besoin de faire intervenir un plombier et un carreleur. Dans ce cas-là, on peut imaginer que chacun fasse sa partie de la facture et il ne paye pas un projet global de réfection de sa salle de bain, il paye le plombier qui va lui installer une nouvelle baignoire, une nouvelle douche et un nouvel évier, et il paye à côté le carreleur qui va refaire tout ce qui est carrelage. Quelles sont les exceptions? Comment est-ce qu'on peut travailler différemment en micro-entreprise? Alors la première à laquelle on pense, c'est tout d'abord d'embaucher un salarié. Contrairement à une idée reçue, je vais développer ce point après, mais sachez que c'est possible d'embaucher en micro-entreprise. La deuxième possibilité, c'est de sous-traiter à un autre micro-entrepreneur ou un autre entrepreneur. Et enfin, la troisième possibilité, c'est le GIE, ou le groupement d'intérêt économique. Il existe aussi la possibilité de travailler avec son conjoint, mais ça je vous le présente dans la session suivante de formation, parce que c'est un cas un petit peu particulier. Alors le premier cas, embaucher en micro-entreprise, embaucher un salarié. Alors sachez que tout d'abord, ça suppose d'appliquer le droit du travail, ce qui sous-entend que ça va être contraignant en termes de législation, de contrat de travail à respecter et à faire signer. Vous pouvez passer par le système de thèse, titre, emploi, service, entreprise de l'URSSAF, qui comprend tous les éléments pour embaucher en entreprise et qui vraiment facilite les démarches. Sachez qu'en micro-entreprise, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de déduction de charge, donc ce n'est pas rentable. Puisque si vous embauchez quelqu'un, vous devrez lui payer un salaire, et ce salaire, vous ne pourrez pas le déduire de votre chiffre d'affaires pour payer vos cotisations. Sachez, je vous le précise ici, ce n'est pas la même chose évidemment, mais vous pouvez tout à fait prendre des stagiaires ou des apprentis en micro-entreprise. Évidemment, ce n'est pas la même chose qu'embaucher un salarié, ils n'effectueront pas le même travail, mais cela peut être intéressant et pour votre entreprise et pour ses stagiaires et apprentis. Attention, il n'est pas possible de faire du bénévolat en entreprise, sauf de l'entraide familiale, et encore cette entraide familiale doit être ponctuelle. Si vous travaillez constamment avec un de vos parents dans votre micro-entreprise, il faut que cette personne ait un statut, sinon c'est du travail non déclaré. Et sachez qu'en gros, le cadre de l'embauche d'une entreprise, c'est à réserver dans des cas ponctuels, notamment lorsque l'on ne veut pas se faire prendre ses clients par un concurrent en lui sous-traitant. Parce que, en fait, si vous embauchez quelqu'un, il va travailler pour vous et non pour un concurrent, et du coup, le client ne va pas pouvoir la prochaine fois donner le travail à cette personne. Donc, en résumé, embaucher un salarié en micro-entreprise, c'est à utiliser ponctuellement pour ne pas perdre de clients ou lorsque vous avez un surcroît de travail ponctuel. Si, dès le début de votre micro-entreprise, la question se pose d'embaucher un salarié, il faut directement regarder si un autre statut n'est pas envisageable parce qu'a priori plus intéressant. Alors, la sous-traitance, c'est le deuxième cas, sous-traiter en micro-entreprise. Alors, c'est tout à fait possible de sous-traiter. Donc, les contrats de sous-traitance ça veut dire que vous devez faire un contrat avec votre concurrent. Attention à la concurrence, effectivement, parce que ça veut dire que la personne qui travaille avec vous sur ce projet peut très bien, entre guillemets, vous voler des clients. C'est le seul risque, en fait, de la sous-traitance. En revanche, comme embaucher un salarié, puisque vous ne déduisez pas de charges, ce n'est pas rentable.
si ce n'est qu'a priori, sous-traiter une partie du travail vous coûtera moins cher que d'embaucher un salarié puisque les charges seront payées par le sous-traitant. L'avantage, c'est aussi de faire, alors c'est le cas aussi, je ne vous l'avais pas mis pour le fait d'embaucher un salarié, mais ça permet de faire une facture unique au client. Donc pour lui, c'est plus intéressant. Donc c'est à utiliser aussi ponctuellement pour ne pas perdre des clients et pour ne pas perdre, mais dans le sens de ne pas dire non à un client. Et lorsque vous avez un surplus ponctuel de travail, plutôt que de dire non au client, parfois il vaut mieux sous-traiter. Quelles sont parmi les exceptions, quelle est la dernière? Le GIE ou le groupement d'intérêt économique. Alors c'est une structure qui est assez peu connue. Sachez que c'est une structure qui n'est ni une entreprise ni une association, c'est vraiment une structure à part, le groupement d'intérêt économique. Et ça permet de regrouper au moins 2 entreprises qui se développent. Alors attention, ça doit être une activité complémentaire à celle de ses membres et ça ne veut pas dire qu'elle va se substituer à l'activité de ses membres. Donc par exemple, ça peut être plusieurs artisans qui vont travailler ensemble sur un même chantier et comme leur travail se complète, ça va leur permettre de ne faire qu'une facture au client. L'inconvénient, la grosse difficulté, c'est que dans ce cas-là, il y a une responsabilité solidaire et indéfinie des membres du GIE. Donc si une des personnes dans le GIE avec laquelle vous travaillez sur un chantier fait une erreur et que crée un préjudice au client, vous serez aussi responsable de celui-ci. Et s'il n'est pas solvable, c'est vous qui devrez payer. Peu importe que vous ne soyez pas vous-même directement responsable de ce point. Donc ça a un impact financier qui peut être conséquent. Mais, alors sachez aussi, je ne l'ai pas noté, mais ça suppose aussi de bien s'entendre avec les personnes avec lesquelles on travaille et d'avoir confiance. C'est le cas aussi dans les sociétés, évidemment. Là, ça peut être une solution ponctuelle pour associer plusieurs micro-entrepreneurs. Le GIE n'a pas de fiscalité propre, ça veut dire que chaque membre, chaque micro-entreprise, par exemple si ce sont des micro-entreprises, paye ses cotisations sociales et ses impôts selon son propre statut. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, vous paierez vos cotisations de la même façon. Donc la facture est unique et il faudra reverser aux membres du groupe une répartition de ce qui a été du chiffre d'affaires, du montant touché par la facture. Attention, il est impératif dans ce cas de conserver une activité hors GIE, sinon il y a un risque de requalification dans une autre forme de société. Si vous ne travaillez que dans un GIE, ça signifie qu'en fait vous travaillez avec des associés et que vous êtes en réalité une société. Et une requalification est lourde de conséquences au niveau notamment fiscal et social. Voici pour cette présentation, je vous retrouve tout de suite dans la suite de la formation.